Bonjour. Pascal Rucbuche. Donc, je suis le directeur technique de M81 et accessoirement fondateur et accessoirement euh, auteur à l'origine de nos différents produits. Ok. Donc, à toi, Amal. Donc, M81, donc nous sommes une ISV française, nous sommes intégrateurs de solutions, de produits, Flash 4i et Control 4i. Flash 4i va faire l'objet de la présentation de tout de suite et Control 4i sera présenté, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont ici, à 17 h. Donc, nous avons 12 ans d'âge. Nous travaillons, donc notre business model est via des partenaires. Nous avons aujourd'hui 54 partenaires dans 26 pays dans le monde, avec plus de 800 clients finaux et plus de 1800 partitions installées avec l'un, l'autre ou même les deux produits. On a de plus en plus de clients qui ont eFlash4i et Control4i. Et nous développons exclusivement en interne les deux produits. Nous existons donc, comme je le disais, dans le monde entier. Et donc moi, je suis Amal Juvin. Je vais en profiter pour dire que moi, je suis. Donc, je disais qu'on travaillait à travers nos partenaires. Et moi, je suis responsable commercial pour l'Europe. Merci à tout le monde d'être là. On en a pour grosso modo une quarantaine de minutes de présentation sur la base de Flash 4i et de principalement comment redémarrer rapidement après une attaque via un ransomware ou une corruption de données, quelle qu'elle soit. Alors, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'un ransomware exactement? Un ransomware ou un rançongiciel en français, donc c'est perpétré par une organisation terroriste ou un petit hacker dans son coin. Mais en général, c'est quand même des gros groupes, des grosses organisations, voire des États. Et le but, c'est de récupérer de l'argent. Alors, soit la bête monde, soit de récupérer de l'argent. Le résultat d'une attaque, eh bien, c'est très élevé en fait, puisque ça peut avoir des impacts très élevés sur le travail au quotidien, sur les données, de perte de données, de perte de temps. Ça peut durer, il est rare que ça dure juste quelques heures. Si c'est découvert très tôt, ça peut ne durer que quelques heures. Et donc là, c'est le bon cas. Et du coup, ça peut valoir le coup justement d'utiliser les technologies dont je vais parler aujourd'hui. Mais sinon, il arrive que ça dure 2-3 semaines. Donc, c'est bien de s'en protéger quand même. Alors, au début, en fait, c'était surtout une nuisance au niveau des utilisateurs. Mais maintenant, c'est vraiment sophistiqué et les données sont cryptées. Et on considère que absolument personne n'est à l'abri d'une attaque et que cette année, enfin déjà l'année passée d'ailleurs, il y a 75% des entreprises, ou en tout cas beaucoup d'entreprises, qui seront confrontées à une attaque. Donc la question n'est pas de savoir si on sera confronté, c'est de savoir quand on y sera confronté. Et certaines attaques peuvent être évitées, peuvent être supprimées, mais pas toutes. Donc il faut de toute façon, c'est comme un crash disk ou un incendie ou une inondation, il faut prévoir et être prêt à faire quelque chose. Il est important de pouvoir réagir le plus rapidement possible parce que si ça se trouve, le cryptage est encore en cours. Donc, ça vaut le coup quand même de l'arrêter alors que c'est en cours et que ça n'a attaqué que certains serveurs et pas forcément tous. Donc, le temps joue en faveur de l'attaquant. Et si vous êtes confronté, il y a une hotline chez IBM qui permet de faire ça, X-Force. Et vous avez un numéro de téléphone là depuis l'étranger. Ça, c'est un numéro depuis les États-Unis, mais depuis chez nous, vous pouvez appeler ce numéro-là ou voir avec. Il y a des sociétés qui sont spécialisées et puis commencer à vous renseigner, de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire ou comment réagir dans l'urgence. La plupart des infections commencent par les employés, par les gens qui se font piéger, et vous avez tous reçu des emails qui vous disaient que voilà, votre colis n'est pas encore livré ou que j'en ai reçu un ce matin qui disait que une facture n'était pas payée. Bon, il se trouve qu'il y avait dans l'entête deux noms, le nom d'une personne que je connais, mais l'adresse mail ne correspondait pas à cette personne-là.
et le texte est en français alors que la personne est allemande, donc ça ne pouvait pas matcher. Mais quand même, il y en a qui sont beaucoup plus sophistiqués que ça et qui marchent beaucoup mieux. Donc, il est important de former les utilisateurs, de faire en sorte que de reconnaître ce genre de choses, d'être méfiant à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, etc. Les premiers attaqués, c'est souvent du monde open, en fait, du monde qu'on trouve partout, donc Windows, Unix et Linux, mais l'IBMI n'est pas épargné, puisque en fait, tout ce qui contient des données peut être attaqué, et par plein de moyens différents. Et donc souvent, l'IBMI n'est pas ou n'était pas attaqué directement. Je dis bien n'était, parce qu'il commençait à y avoir des tas de tutos ou d'informations sur comment on se connecte et qu'est-ce qu'on peut faire sur un IBMI. Et il y a des gens qui sont malveillants et qui comprennent bien comment ça marche et qui peuvent les utiliser. Donc, il est tout aussi important, comme de prévenir les utilisateurs et d'avoir un minimum de formation, il est tout aussi important de bien vérifier la configuration de sa machine. Donc, de faire en sorte que dans les répertoires partagés dans l'IFS, il n'y ait que les répertoires minimum nécessaires et pas tout. Parce qu'on peut attaquer la base de données via l'IFS en s'attaquant à Q6.lib si les partages sont mal faits. Les profils avec les utilisateurs par défaut, les profils qui ont des droits, des privilèges trop élevés, etc. Donc, il peut y avoir plein de choses. Ça, c'est pour les ransomware. Mais n'oubliez pas que les bonnes vieilles méthodes marchent encore. Les bonnes vieilles méthodes, c'est un utilisateur qui est mécontent, qu'on vient de licencier, et lors de son dernier jour, il en profite pour supprimer des données ou pour faire des choses plus sournoises. C'est un programme qu'on met en place qui n'a été pas très bien testé, et lors du premier soir, il tourne en batch et il met la grouille dans toute la base de données, ou en tout cas dans une bonne partie de la base de données. En fait, ça peut venir de n'importe où. Il n'y a pas que les ransomware. Donc, faut bien prendre ça en compte. Les logiciels de haute disponibilité sont nécessaires, puisque en cas de crash, en cas d'incendie, en cas d'inondation, c'est le moyen de pouvoir redémarrer sur une machine de secours et de redémarrer avec les dernières données à jour. Mais contre les ransomware ou contre les bases de données corrompues, ils sont inefficaces, puisque le but, c'est justement de répliquer au plus rapidement possible les données de la prod, et donc la corruption qui se trouve sur la prod. Donc tout ce qui a été corrompu sur la prod ou effacé se retrouvera corrompu ou effacé sur la machine de secours. Et modifier, les données modifiées, on peut encore faire un rollback sur le journal, mais souvent c'est pas prévu dans le logiciel, donc il faut le faire à la main. Par contre, une donnée effacée, on ne la récupère pas. C'est effacé, il n'y a pas l'historique dans le journal de ce qui a été effacé. Donc, ça fait beaucoup de raisons d'envisager d'autres solutions, de mettre en plus une solution supplémentaire pour se protéger contre ces ransomware ou ces corruptions de données. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre ces données corrompues? La vraie, seule, presque, option qui marche, c'est la sauvegarde, et la sauvegarde en externe, en externalisation. Donc, faire une copie, au moins une copie sur un support de bande physique, parce que tant que c'est de la VTL, eh bien, ça reste du disque, donc ça reste corruptible ou effaçable, alors que sur des bandes, il faut déjà aller dans le data center ou aller au coffre, etc. Et puis, avoir une copie hors site en cas de sinistre. C'est vraiment la seule option qui marche pour du vrai. Par contre, attention au temps de restauration, parce que si vous avez mettons 5 heures de sauvegarde, pour restaurer, il faut déjà réinstaller, recréer une partition, réinstaller l'OS, réinstaller le minimum, restaurer depuis la bande complètement. Si vous avez 5 heures de sauvegarde, prévoyez 6, 7 ou 10 heures, voire 15 heures de boulot, après avoir eu une partition disponible. Donc ça prend du temps. Ça aussi, ça se prépare. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite? Eh bien, utiliser les flash copies ou snapshots. Donc, c'est une technologie qui existe sur les belles disques. Sur les disques internes, ça n'existe pas. Donc, voilà, on ne peut pas. Par contre, sur les disques externes, donc dans le monde IBM, ça s'appelle des flash systems, des Storwize, des SVC ou des DS8000, ou la famille des DS8000. Et il n'y a pas que le monde IBM, il y a aussi d'autres
d'autres vendeurs ou fournisseurs de baies de stockage. Mais moi, je vais vous parler principalement des baies IBM. L'utilisation d'un snapshot ou d'un flash copy, ça crée une copie instantanée des disques. Donc, tous les disques de production vont être copiés de manière instantanée sans qu'il y ait d'impact sur la prod. Donc ça, c'est très bien. Et c'est complètement indépendant des disques d'origine, c'est-à-dire que sur la prod, vous continuez à tourner tout à fait normalement et vous avez une copie instantanée qui a été faite. Ça a l'air magique, ça ne l'est pas, il y a vraiment de la technologie derrière et ça marche. Et donc, il faut bien le voir comme une copie instantanée. Par contre, ces snapshots et ces flash copies, alors c'est déjà une énorme première étape, mais il faut les faire régulièrement. Par contre, ce sont aussi des données, donc il y a toujours possibilité de les supprimer ou de les crypter. J'avoue que ça devient un brin plus compliqué de le faire, mais ça reste possible. Du coup, on va utiliser une technologie dans les baies de disques qui s'appelle le Safeguarded Copy, que j'abrégerai après en SGC. Donc le Safeguarded Copy ou copie sécurisée. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est toujours sur les baies de disques, toujours sur les baies de disques IBM, donc les 4 qu'on a vus tout à l'heure. Ça crée des copies instantanées, ça crée un snapshot, en fait. C'est un snapshot, mais sur la baie de disque externe, et ces snapshots ne sont pas utilisables, ne sont pas modifiables. Il n'est pas possible de prendre le snapshot ou de prendre le résultat et de l'utiliser directement sur une partition, sur un serveur quel qu'il soit. C'est juste là, et on ne peut pas le modifier. On peut l'utiliser, on pourra l'utiliser, mais en passant par un intermédiaire, et ça modifiera les données intermédiaires, mais pas les données d'origine. Les données d'origine resteront celles qui ont été prises à 2 heures du matin, à 8 heures du matin, à midi, etc. Donc voilà, c'est une garantie de la part d'IBM que ça ne bougera pas. On ne peut pas les supprimer, on ne peut pas les arrêter, alors sauf le super user. Donc si vous utilisez une baie de disque, n'utilisez pas le super user. Vous créez des profils de type administrateur. Avec les profils d'administrateur, vous pouvez tout faire, sauf la configuration de la baie elle-même et sauf justement la suppression l'arrêt ou la suppression d'un safeguarded copy. Donc, évitez d'utiliser le super user. Ce sera une sécurité pour vous. Donc, jusqu'à la version 8.6 des flash systems, ça nécessitait, pour créer des safeguarded copies, ça nécessitait a priori d'utiliser un logiciel CSM, un Copy Services Manager, qui était optimisé pour les environnements Windows, Linux, Unix, et supporté par IBM pour tout ça, mais ça n'était pas supporté par IBM. Donc ça pouvait fonctionner, mais ce n'était pas supporté parce qu'il manquait une étape importante, le QuICE, donc le flush de la mémoire, le vidage de la mémoire, c'est-à-dire toutes les données actives en mémoire, les copier sur les disques, qui est une étape importante. Et depuis la 8.7, ce CSM n'est plus nécessaire. Donc, mais ça ne fait toujours pas le QuICE de toute façon pour IBMI. Alors, n'est plus nécessaire, ça veut dire que les safeguarded copies, on peut les déclencher via l'interface graphique de la baie de disque elle-même. C'est inclus dans l'interface graphique. Par contre, depuis bien avant la 8.6, on avait intégré la possibilité de faire du safeguarded copy dans Flash4i, dont je vais vous parler après. Il y a eu 2 grosses versions des safeguarded copies. La version 1, c'était assez rapidement, on était en 2021, c'était basé sur la technologie des flash copies, et ça nécessitait d'avoir un pool de disques dédié aux safeguarded copies. Et depuis 2023, donc depuis la version 8.5, c'est basé sur les snapshots, donc sur le successeur des flash copies, et on n'a plus besoin de pool dédié. Voilà, il suffit de cocher la case safeguarded copy et c'est tout. Comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser? Donc, je vais commencer par le principe déjà. Le principe, c'est qu'on a notre système de production avec un ou X volumes, donc avec plusieurs volumes quand on est en monde IBM. On va commencer par
créer des copies instantanées. Donc là, sur l'échelle de temps, il y aura à 6 heures du matin une sauvegarde de copie qui sera faite, et puis toutes les 3 heures, par exemple, hein, c'est juste un exemple, toutes les 3 heures, on va pouvoir créer un sauvegarde de copie et les conserver. Ah oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'était marqué, mais j'ai oublié de le dire, c'est que chacun des snapshots ici, chacun des sauvegardes de copie prend relativement peu de place. Si vous avez 10 Tera d'espace disque, vous n'avez pas besoin ici de 5 fois 10 Tera. Ce serait un peu bête. Donc, on parlera tout à l'heure de l'espace disque nécessaire, mais ça prend relativement peu de place, en fait, hein, de faire ces sauvegardes de copie à intervalles réguliers. Donc, je reviens sur ma séquence ici. J'ai donc un travail automatique quelque part, et quel que soit le système, hein, c'est totalement indépendant du système d'exploitation. C'est réellement fait par les baies de disque. Et disons que ces disques-là ne sont pas utilisables directement. Je serais obligé, si je veux les utiliser, de passer par une étape supplémentaire. Disons qu'à 18h30, il y a une corruption. Qu'est-ce qui se passe à 18h30? Je m'aperçois de la corruption, donc là, il faut surveiller quand même. Hein. Et je sais que je vois là qu'il y a des données qui ont été corrompues, mais je ne sais pas encore lesquelles. Eh bien, la succession de choses à faire, ça va être dans un premier temps d'utiliser un système de secours, de recovery, qui n'était pas utilisé avant. On ne parle pas là de système de secours comme avec la haute disponibilité sur un autre data center. Hein, c'est vraiment une autre partition qui existe quelque part. Et cette autre partition ou cet autre serveur, eh bien, on va lui affecter les disques du sauvegarde de copie, donc via une copie supplémentaire. Donc, on va restaurer les données sur d'autres volumes. Et puis, sur ce serveur-là, on va vérifier que les données sont correctes ou pas. Et puis, on risque de s'apercevoir que sur la copie de 18 heures, celle d'une demi-heure avant, c'était déjà corrompu. Le travail avait commencé. Donc, on va oublier cette partie-là et restaurer l'espace, les disques précédents, refaire le même contrôle, s'apercevoir éventuellement que c'est toujours corrompu. Donc, on reprend encore la précédente. Et là, on voit que les données sont correctes. Donc, on peut dire, voilà, je vais utiliser cette copie-là, la copie numéro 3, celle de midi, a priori, pour retravailler. Et l'étape d'après, on peut, alors il y a différentes étapes intermédiaires, on peut recommencer à travailler tout de suite là-dessus, ou bien restaurer complètement, c'est-à-dire qu'on reprend le dernier volume qu'on a trouvé, on le remet côté prod et on recommence à travailler comme avant, en sachant qu'on a perdu quelques heures de données, mais donc quelques heures de saisie et de travail, mais on n'a pas perdu la totalité du système. On a bien conservé ça, parce que s'il y a une corruption, potentiellement, on a perdu la totalité du système. Et surtout, ces opérations-là, mis à part la vérification où voilà, c'est soit manuel, soit vous avez un programme qui va, soit un antivirus, soit je ne sais trop quoi, mais le redémarrage, l'affectation des disques et le redémarrage, c'est quelques minutes. C'est vraiment très rapide. Comparé aux plusieurs heures pour restaurer, vous imaginez s'il faut restaurer 3 exemplaires fois 5 heures à chaque fois, bon, vous avez perdu une bonne partie de la journée. Voilà. Comment on va utiliser ça avec l'IBMI? L'avantage avec l'avantage avec les serveurs de type Windows ou Linux, c'est que vous pouvez l'affecter à un serveur qui est déjà démarré avec son disque C pour du Windows, et puis amener un disque D, un disque E, un disque F. Et donc, vous avez un serveur qui tourne, et puis vous regardez le contenu des disques. Ça marche bien. Avec l'IBMI, on ne peut pas. C'est quand on veut utiliser les disques, c'est la totalité des disques ou rien. L'espace adressable unique fait qu'il faut tout utiliser ou rien. Donc, on est obligé de mapper tous les disques, d'affecter tous les disques à une nouvelle partition, à la démarrer, si possible, dans ce cas-là en manuel, et commencer à regarder. Donc, voilà, le fonctionnement est un petit peu différent dans le monde de l'IBM. Comment on va l'utiliser? Eh bien, a priori avec FlashArray, c'est un peu pour ça qu'on est là. Qu'est-ce que ça fait FlashArray? FlashArray, c'est un logiciel dont on est éditeur,
qui permet d'utiliser la technologie du flash copy et du snapshot pour créer un clone de manière instantanée, de manière totalement automatique, sans gêner la prod du tout, donc sans l'arrêter, et sur ce clone, eh bien, de le démarrer et de faire des sauvegardes, par exemple, une sauvegarde 21 quotidienne, ou bien rafraîchir des données et faire une partition de test, etc. Tous les process sont entièrement automatisés, ça s'installe très facilement, c'est très facile à prendre en main. Vous pouvez demander à plein de gens, à tous nos partenaires qui pourront vous confirmer tout ça. Et puis, ben voilà, il y a une commande IBMI, ça se gère par des commandes. Il y a une commande IBMI à mettre dans votre ordonnanceur préféré pour déclencher la totalité des opérations pour réaliser une sauvegarde ou pour réaliser un sauvegarde copie. Dans FlashForAI, il y a une option qui permet de gérer les sauvegardes de copie et d'automatiser complètement la création des sauvegardes de copie à l'heure que vous voulez. C'est pareil, via une seule et unique commande. Et de les démarrer. La suppression des anciennes. Alors, dans la définition d'un sauvegarde de copie, on va indiquer un nombre de jours de rétention. Disons, je veux garder les données 4 jours, 5 jours. Au bout de ces 5 jours-là, la bête disque va automatiquement supprimer les anciens disques, s'ils ne sont pas utilisés. S'ils sont en cours d'utilisation, elle ne va pas les supprimer. Et puis, il y a une autre commande qui va permettre, en cas de besoin, de faire le recovery. Vous savez, le deuxième morceau du schéma que j'ai montré tout à l'heure. Et si vous utilisez FlashForAI, ben, il n'y a pas besoin du logiciel CSM, jamais, et il n'y a pas besoin non plus d'utiliser l'automatisme qui est dans la bête disque, puisqu'il manque un petit morceau qui sera fait par FlashForAI. Comment ça fonctionne avec FlashForAI? Eh bien, vous avez votre partition de production avec FlashForAI installée, et puis les disques qui sont représentés ici dans le stockage externe, donc dans la bête disque. Dans FlashForAI, il y a un certain nombre de définitions qui sont indiquées. Et on aura besoin, pour tester, en cas de besoin, d'une partition de recovery. Donc c'est mieux, c'est conseillé, que cette partition de recovery existe. Elle est à vide, elle ne contient rien, elle est juste définie dans la HLC, il n'y a absolument rien d'autre. Partant de là, FlashForAI, comme le but initial, c'est de faire de la sauvegarde, c'est de créer des partitions de test. Vous pouvez l'utiliser pour tous ces éléments-là, bien sûr. Ici, je ne vais vous montrer que la partie sauvegarde de copie, mais on peut faire plusieurs choses en même temps, bien sûr. Pour ce qui est du sauvegarde de copie, donc, la séquence, dans votre ordonnanceur préféré, le JobSCDE ou un ordonnanceur externe, vous planifiez une commande avec un paramètre qui va faire le flush de la mémoire, donc vider, copier sur disque tout ce qui est actif en mémoire, puis se connecter sur la bête disque et déclencher la copie sécurisée, déclencher le sauvegarde de copie. Encore une fois, c'est transparent. Alors, il y a plusieurs paramètres, mais le paramètre souvent utilisé par défaut, c'est complètement transparent pour les utilisateurs. Personne ne remarque rien. C'est tout, ça marche. Et puis, donc on fait ça à 2 heures du matin. À midi, on va faire la même séquence, donc le flush, donc c'est la même commande. Et puis, à 20 heures, le flush de la mémoire et la création de la copie sécurisée. Ce sont des copies immuables, donc sécurisées. On ne peut pas les utiliser. On ne peut pas les utiliser directement et un administrateur ne peut pas les supprimer. Donc, c'est bien protégé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a une corruption de données? Il y a, quelle que soit la raison, un ransomware ou autre, il y a des données qui ne sont plus là et on va vouloir réutiliser les données d'une session précédente. On ne peut pas les utiliser directement, donc ça, c'est interdit, parce que ça modifierait le contenu ici, et donc on ne doit pas. Du coup, via l'IBMI, il y a une commande qui permet de dire je veux me connecter sur la partition de recovery qui est ici. Et là, ça va créer la structure, alors en flash copy ou en snapshot, donc là les deux options existent maintenant. Ça va créer la structure pour avoir des disques cibles, et ce sont ces disques-là qui seront mappés sur la partition de recovery. Et puis il suffira de la démarrer, la partition,
soit via la HMC en mode manuel, soit avec une commande ici. Voilà, donc deux opérations très simples à faire. À partir de là, eh bien, on peut se connecter sur la partition et faire les tests, vérifier si les données de 20 heures sont bien correctes. Et si elles ne le sont pas, eh bien, il suffit d'arrêter tout ça et de refaire les mêmes opérations avec les données de 12 heures. Dans un environnement mono-partition, ben, on va s'arrêter là. Enfin, on va s'arrêter là. Ce sera, on n'aura qu'une seule partition. Il faudra qu'il y ait une partition ici. Ce qui est conseillé quand même, parce que les données de la partition de prod peuvent être corrompues, c'est un peu la raison pour laquelle on fait ça. Donc, c'est conseillé, s'il y a plusieurs partitions, c'est qu'il y ait des configurations croisées et de le faire soit à partir d'une partition centrale ou proxy ou d'une autre partition, ou en tout cas qu'il y ait des configurations croisées pour qu'on puisse utiliser une partition qui n'a pas été attaquée pour le faire. Et on a quasiment terminé une option qui permet de copier le script sur une clé USB, par exemple, ou en tout cas sur un fichier, et d'utiliser ce script en Windows ou en Linux pour pouvoir le déclencher. Donc normalement, ça devrait faire partie de la prochaine release. Voilà le mode de fonctionnement avec FlashStory. Et pour vous montrer comment ça marche, eh bien, j'ai passé en mode démonstration. Alors, en mode démonstration, et comme tous mes écrans ont été perturbés tout à l'heure, il va falloir que je les retrouve. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Alors, pendant que Pascal cherche son écran, je voudrais juste dire une chose que je n'ai pas dit à l'introduction, c'est que si vous avez des questions, merci de les poser dans le chat ou dans les questions, comme vous voulez. On pourra les regarder au fur et à mesure. Ok. Merci Yamal pour cette interlude. Donc ça, c'est une bête disque, c'est notre bête disque interne, une FS 5003. On a un certain nombre de volumes. Donc voilà, c'est principalement utilisé pour des développements, enfin pour nos tests et démos, etc. Donc on a tous les volumes et le Safeguarded Copy se définit en créant des groupes de volumes. Ce que je vous montre là, à partir de maintenant, en fait, c'est entièrement géré par FlashForry. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à faire, c'est dans FlashForry une définition. Il y a quelques éléments à mettre, comme le nom du groupe, par exemple, ou le nom du host, mais tout le reste est entièrement créé et géré par FlashForry. Donc, vous n'avez même pas à aller dans les groupes de volume ici. Ce sera fait par le produit. Ici, si je regarde, ça, ce sont les disques de notre partition de prod, de démo en fait, mais de prod. Et dedans, quand je clique dessus, donc notre groupe de prod, il y a 3 volumes, 3 disques, et il y a un certain nombre de snapshots locaux. Les snapshots, il y en a plusieurs qui sont pris en compte, qui sont faits pour la sauvegarde. Donc voilà, ceux-là sont utilisés pour la sauvegarde, etc. Donc il y en a plusieurs, et il y en a quelques-uns qui ont été faits pour le Safeguarded Copy. Quand c'est F4I SGC, c'est du Safeguarded Copy piloté par FlashForry. Et donc là, on en a un qui a été fait le 21, là, le 22 janvier à 1h du matin, et puis ici, bon, tous les jours à 1h du matin, il y en a un qui est créé. On sait que c'est du Safeguarded Copy parce que dans la colonne Safeguarded Copy, en fait, c'est un snapshot pratiquement comme les autres, sauf qu'ici, il est marqué Yes, c'est du Safeguarded Copy. Et autant, si je prends un snapshot actif, n'importe lequel, ici, je peux le supprimer. Si je prends un Safeguarded Copy, je suis un profil admin là. Un profil admin, je prends celui, arrête de bouger un peu, celui-là de Safeguarded Copy, eh bien, je ne peux pas le supprimer. Je n'ai pas l'option. Donc, c'est bien pour dire qu'un profil de type administrateur ne peut pas supprimer un Safeguarded Copy, ne peut pas l'arrêter. Donc ça, c'est comment ça se présente ici et pour le manipuler dans la bête disque. Si je veux l'utiliser, si j'ai besoin d'utiliser les disques qui sont là, il y a plusieurs étapes.
bon, c'est pas des plus intuitifs. Il y a plusieurs étapes à faire. Un bon mode opératoire permet de le montrer, mais c'est quand même pas les plus intuitifs. Donc, pour bien l'utiliser, il faut utiliser FlashForry. Alors, FlashForry, comment ça se présente? C'est en mode 52-50, c'est en mode texte, il n'y a pas d'interface graphique, mais il y a un menu. Donc, encore une fois, le but initial, c'est de faire des sauvegardes. Et là, on va passer par des environnements, voir l'historique, etc. Si cette partie-là vous intéresse, ce n'est pas le but d'en parler aujourd'hui, mais il y a d'autres présentations, d'autres webinaires auxquels vous pourrez assister, ou vous contacter Amal qui vous organisera une démo en particulier. Pour ce qui concerne le Safeguarded Copy, on va passer par là. Il y a un menu spécial dans lequel on va pouvoir démarrer un Safeguarded Copy et voir les Safeguarded Copy existants. Ce sont les deux principales commandes. Démarrer le Safeguarded Copy, je vous ai dit qu'il y avait une définition à faire, on ira la voir après. En attendant, avant ça, c'est la FL Start Safeguarded Copy, F4. La définition s'appelle SGC. Ça, c'est à mettre dans votre ordonnanceur préféré, qu'il soit dans le Job SCDE ou ailleurs. Donc, une commande simple que vous soumettez à intervalles réguliers. Et cette commande, eh bien, je vous l'ai dit, elle fait le flush de la mémoire, donc elle fait la copie des données actives en mémoire et ensuite elle démarre un Safeguarded Copy. Vous avez vu, ça dure quelques secondes. Il n'y a personne sur cette machine, mais s'il y avait eu des utilisateurs, ils n'auraient absolument rien vu. Ça ne change absolument rien. Et là, mon snapshot a été démarré. Comment je le vois? Eh bien, ici, avec une commande IBMI, vous allez voir qu'il y a mes snapshots qui sont démarrés tous les jours à 1 heure et celui que je viens de démarrer ici. Il y a un petit décalage horaire entre l'heure exacte et puis l'heure du système. Donc, voilà, on a un petit problème de réglage d'heure sur nos machines, mais on a bien celui qui a été généré à l'instant. Et ceux qui, avec un délai de rétention de 5 jours, donc qui se retrouvent ici. Le même, je vais le retrouver dans ma bête disque. Il est là. Le voilà. Donc là, le Safeguarded Copy que je viens de créer à l'instant. Et que je ne peux pas supprimer, bien sûr. Donc voilà pour la définition. Et donc là, voilà, ça tourne tous les jours et on a nos données qui sont protégées. Et en cas de besoin, alors la définition, c'est une commande qui se trouve dans une autre partie du menu et j'ai le Safeguarded Copy qui est là. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de 2 pages d'informations et c'est tout. Une adresse IP, un profil pour se connecter sur la bête disque en SSH avec une clé sécurisée, donc il n'y a pas besoin de mot de passe. Comme le but, c'est de protéger la totalité des disques d'un serveur, d'une partition, je vais demander le nom du host, le nom du host correspondant à la partition de prod. Et le produit va se débrouiller pour retrouver tous les volumes et créer tout ce qu'il faut faire derrière. On va voir juste après qu'il est possible de faire des tests. Donc, si je veux faire des tests, je vais indiquer sur quelle partition je veux faire des tests, sur quel host je veux faire les tests. Et il va créer le groupe de volume et indiquer le nombre de jours de rétention. Et c'est tout. Voilà. Et quelques informations dont on a besoin et c'est suffisant. Je vais revenir au PowerPoint. Estimation des besoins. Alors, de quoi on a besoin pour faire tout ça? On a besoin d'une licence FlashForry, on a besoin d'une bête disque, bien sûr, l'une des bêtes disques IBM, et c'est en standard dans toutes les baies maintenant, je crois, avec l'option Flash Copy, et puis pour l'installation, si le produit FlashForry est déjà installé, il y en a pour quelques minutes de configuration, et c'est tout, et de paramétrage ensuite. Si le produit n'est pas installé, il y a 1 à 3 jours d'installation, de prise en main, de formation, etc. Souvent pour faire des sauvegardes, juste pour faire le Safeguarded Copy, il ne faut pas 3 jours, hein, c'est beaucoup plus rapide. Si c'est pour la réalisation des sauvegardes, il faut prévoir de l'espace disque, puisque forcément on fait une copie malgré tout. Donc on a besoin de disques supplémentaires.
pour estimer la taille disque nécessaire pour les sauvegardes, donc utilisation des snapshots pour ça, on a besoin de 20% de la taille d'origine. Donc si j'ai 1 Tera, il me faut 1 Tera sur la prod, il me faut 200 gigas qui seront remis à zéro tous les jours. Donc voilà un maximum de 20%. Si c'est pour le save-guarded copy, il en faut un peu plus. Et il y a 4 paramètres clés à connaître. La taille des disques d'origine, le taux de modification des données, et ça c'est le plus difficile à trouver, la fréquence des snapshots, donc combien on en fait par jour, et le nombre de jours de rétention. Et le calcul est simple, hein, c'est on multiplie chacune des 4 informations. Donc si je prends un exemple, j'ai une capacité initiale de 10 Tera. Ma prod fait 10 Tera de disques au total, même s'il n'y a que 20% d'utilisés. Le nombre de snapshots par jour, c'est facile. J'en fais un à minuit, un à midi. Ça m'en fait 2 par jour. Et je veux garder pendant 7 jours de rétention. Ça, c'est facile. C'est à moi de décider. Le taux de modification est un peu plus difficile à estimer. Et là, il faut faire des tests. Ça dépend vraiment de la façon dont les applications fonctionnent. Et donc, là, c'est à voir. On peut dire qu'en moyenne, ce sera plutôt de l'ordre de 10% si c'est 2 par jour. Mais là, c'est à estimer plus précisément et il n'y a pas d'outil pour le faire. Il faut vraiment le lancer une première fois et regarder ce que ça donne. Et attention, en cas de corruption de données, ce sera un taux de modification habituel, puisque ce sera un batch habituel qui va tourner, donc on va dire que ce sera à peu près la même taille. Par contre, en cas de cryptage complet, ça risque ou ça pourrait être plus élevé. Alors, ça pourrait être modifié à 100%, j'y crois pas, parce que ça ne modifierait que, le cryptage ne modifierait que là où il y a des données. Donc, si votre espace disque est utilisé à 50%, ça ne modifiera que 50%. Mais il faut considérer que ça peut grossir. Donc, si vous voulez vraiment vous protéger, il faut prévoir 2 à 3 fois l'espace disque initial que vous avez sur votre système. Quels sont les gains? Donc avec FlashForAI standard, vous avez une augmentation de la disponibilité de la partition, puisqu'on n'arrête plus la partition pour faire les sauvegardes. Ça se fait alors que les utilisateurs travaillent. Il faut choisir un moment où il y a le moins d'utilisateurs possible, mais quand même. Meilleure qualité des sauvegardes, il n'y a pas d'objet loqué, etc. Et avec le module de sauvegarde copy, vous avez une protection supplémentaire par rapport aux produits de haute disponibilité. Donc, c'est complémentaire des produits de haute disponibilité et une durée de restauration beaucoup plus rapide. Ça n'a aucune commune mesure puisque la restauration, vous avez vu, c'est affecter les disques et démarrer la partition. Donc, c'est quasi instantané. C'est vraiment de quelques minutes. Voilà. Tout à l'heure, dans le petit schéma d'explication globale, j'ai dit que quand on a plusieurs snapshots, on ne sait pas lequel est bon. Donc, si ça se trouve, le dernier est corrompu, le précédent est encore corrompu, et il faut remonter plusieurs heures, voire plusieurs jours avant pour obtenir quelque chose qui n'était pas corrompu. Eh bien, dans FlashForAI, on a ajouté une option qui permet d'aller tester les différents volumes et tester de manière entièrement automatique, il n'y a rien à faire. Et juste, vous avez un message qui vous dit c'est bon ou c'est pas bon. Pour ça, je vais reprendre les 3 modes qu'on propose. Il y a un mode sans test, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous utilisez la commande Start Safeguarded Copy, ça vous crée la copie et c'est tout. Là, il ne se passe rien. Le deuxième mode, c'est avec un test de type numéro 1. Ça va juste démarrer la partition de recovery, en utilisant les disques et faire un IPL manuel et vérifier qu'on atteint sur l'écran de demande de console. Donc le principe est le suivant. Là, on va devoir utiliser la même définition de Safeguarded Copy, mais en plus, on va définir un environnement qui contient quelques informations supplémentaires et c'est tout. Donc ce sera une autre commande, flclone, qui va démarrer, faire le flush de la mémoire, créer le Safeguarded Copy, puis sur ce Safeguarded Copy, démarrer, créer la structure qui va bien pour avoir les disques utilisables, mapper les disques sur la partition de recovery et faire un IPL manuel. Lors de cet IPL manuel,
on aura un environnement dans la partie feedback que je ne vous ai pas montré, mais dont je vous ai parlé. On aura cette information comme quoi le site dès qu'on obtient en fait le code SRC qui dit j'attends la console, eh bien on aura ce message qui dit tiens, tout va bien. Ou bien, si on ne l'atteint pas au bout d'un certain temps, ou si ça se plante, ou quelle que soit la raison, on aura un message d'erreur. Et dans FlashForAI, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir prévenir qu'il y a eu un message d'erreur, donc vous serez prévenu. Le test numéro 2, ça commence pareil. Ça commence par un FL clone, on fait le flush de la mémoire, ça crée les disques safeguarded copy, puis ça map les disques sur la partition de recovery, et ça fait un IPL normal de la partition de recovery. Cet IPL normal, on commence par avoir un état qui nous dit qu'on est en cours de démarrage. L'IPL est modifié pour que ça ne démarre pas le startup de la prod habituelle, mais que ça démarre avec une configuration particulière et un programme particulier. Et donc, on va utiliser un programme de test, et ce programme de test, il devra vérifier tout ce qu'on veut. Donc, on fournit un exemple de ce qu'on peut faire, mais bateau, un peu générique, et vous pouvez mettre, bien sûr, quelque chose de très particulier par rapport au logiciel que vous utilisez, ou par rapport à des points particuliers que vous voulez vérifier. Et puis de la même façon, quand c'est terminé, ça passe en OK et tout va bien, ou bien ça passe en erreur avec une erreur et vous pouvez recevoir un email pour dire qu'il y a eu des erreurs, etc. Donc là, vous pouvez surveiller au préalable vérifier l'état des disques au préalable. Voilà, j'ai quasiment terminé. Quelques éléments supplémentaires, vous indiquez le nom de la partition à protéger, le nombre de jours de rétention, et puis tout le reste, en fait, je vous l'ai montré dans la démo. Voilà pour ce produit. Je vous remercie de votre attention. Je vais voir avec Amal maintenant s'il y a des questions, et puis vous avez là les coordonnées de tous les gens que vous pouvez contacter. Amal, si vous parlez français, mais vous pouvez parler à Karl en allemand, ou Andréou en espagnol, ou à Marc en anglais pour vos contacts. Voilà, je vous remercie. Amal, est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y a pas de questions. Je pense que tu as été très clair. Un peu étonnant, mais pourquoi pas. Très bien. J'en ai pas. Tant mieux. Eh bien, si vous n'avez pas plus de questions que ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à contacter Amal si vous avez d'autres questions, ou si vous voulez une démo en particulier, ou si vous voulez nous l'acheter. Les bons de commande sont prêts. Pour les autres, d'avoir été avec nous. Merci. À tout à l'heure pour ceux qui veulent regarder, savoir ce que c'est que le contrôle forêt. À toutes.